silence, s'il vous plaît. Chut. S'il vous plaît. Chut. Silence, je vous prie. Chercher à saisir le jeu de John McEnroe, c'est d'abord partir en chasse. Et cette chasse n'est pas sans danger. Ainsi, rien de plus anodin apparemment que notre micro, et pourtant regardez et écoutez. N'approchez pas ce truc de moi, compris? Vous voyez ça? Alors fermez-la. Gardez ça dans votre coin, sinon vous allez en prendre un coup. Repeat that in French to the people, okay? You're gonna get it. Arbitre, faites enlever ce truc près de moi, ce micro. Je veux qu'il soit coupé. Dites-lui de le couper. Quoi? C'est pas possible. Ah, parfait. On me crache à la gueule et vous faites rien. Le territoire de John McEnroe, c'est son cours. Et il le défend comme un fauve contre tout ce qui bouge ou qui bruit alentour, contre tout ce qui peut perturber sa fragile sphère de concentration. Les hommes d'image et de son se trouvent ainsi particulièrement exposés à ces agressions, heureusement surtout verbales. Mais il peut en arriver à des raids punitifs, n'hésitant pas à aller jusque dans les rangs de la presse pour décasquer l'ennemi. Succès salué à l'égal d'un triomphe. Ou même à sabrer férocement le micro sans défense. Et le ronronnement pourtant léger de notre caméra ne saura pas toujours tromper sa vigilance. C'est que John McEnroe est un hyper nerveux, un écorché vif, qui, à 20 ans, semblait encore incapable de trouver une seconde de calme. Il a aujourd'hui appris à mieux se contrôler, mais son souci de la perfection, jusque dans le moindre détail, trahit toujours une angoisse secrète. Le moindre son le perturbe. Et que dire alors des incidents de tout ordre qu'il semble attirer sur sa tête? Mais son exigence extrême, il l'exerce d'abord contre lui-même, en s'injuriant ou en se tournant en dérision lorsqu'il manque un point qu'il aurait pu gagner.
0. Ces remontrances se transforment parfois en un désespoir peut-être un peu théâtral, mais certainement sincère, ou en des gestes de colère qui, bien que dirigés contre lui-même, lui ont parfois coûté cher. Jeu Lanneux, qui mène par 6 jeux à 5 dans la 3e manche et par 2 manches à 0. Son exigence s'étend aussi aux arbitres, dont il a tendance à se méfier du jugement, sans jamais mettre en doute le sien propre. Voulez-vous vérifier la page? La balle est bonne, avantage bonne. La défense passionnée de ses convictions lui vaut d'ailleurs parfois quelques ennuis. Surtout lorsqu'il manifeste trop ouvertement la piètre estime en laquelle il tient ceux qui ne les partagent pas. Where's the mark, Al? Where's the mark? 15 curve. Where's the mark, Chuck? There's no mark there. It's right on the line. Devant la fréquence des litiges qu'il suscite, d'aucuns ont pu penser que ces contestations pouvaient lui servir à déstabiliser son adversaire, mais il s'en défend. Les choses seraient plus simples si les gens pouvaient prendre conscience que ça revient à dire « faites votre boulot et moi je ferai le mien », au lieu de croire que je conteste pour le plaisir de contester. Je pense qu'aucun joueur n'est assez stupide pour croire que je fais ça simplement pour l'embêter. Tous ceux qui me connaissent sur le circuit savent bien que je suis totalement impliqué. Si je discute, c'est que je m'insurge contre quelque chose de faux. Mais si ça les dérange, c'est leur affaire. On peut toujours trouver quelque chose qui vous dérange. Au lieu de se dire « ça me dérange », il pourrait aussi bien penser « j'ai de la veine, il est furieux, il s'est déconcentré ». C'est le moment de prendre ma chance pour revenir dans le match. C'est toujours une question d'état d'esprit. Bien que ce soit une chose pour laquelle je suis assez bon. Je suis capable de m'impliquer totalement dans une contestation et de me reconcentrer aussitôt. Peu de joueurs sont capables de le faire aussi bien que moi. C'est de quoi vos adversaires ont peur. Quand vous mettez en colère, ça ne vous fait pas mal jouer. Mais eux, quand ils ont été déconcentrés, c'est fini. Oui, mais pour moi, c'est le fruit d'un entraînement de plusieurs années. Le fait est qu'après un incident, John McEnroe revient toujours plus vite dans le jeu que son adversaire. Peut-on penser qu'il s'agisse là d'une manœuvre d'intimidation? Il arrive parfois d'éprouver un sentiment d'insécurité. On a peur de ne pas parvenir à jouer assez bien pour gagner. C'est dans ces cas-là seulement qu'on peut essayer d'intimider l'adversaire en lui faisant croire qu'on est sûr de le battre. Mais on ne peut pas gagner beaucoup de matchs de cette manière, à moins d'avoir du répondant. Et c'est comme ça dans tous les sports à 1 contre 1. On est là, tout seul, et il faut rechercher les moyens possibles de battre l'autre. Si on le regarde fixement, encore faut-il que ça puisse avoir une signification, sinon ça ne sert à rien. Tout ça se ramène à ce que je viens de dire. Il faut être capable de faire ce qu'on prétend. Ça fait partie intégrante du sport, qui n'est pas une simple affaire physique. Roland Garros, plus que partout ailleurs peut-être, exige que l'on soit fort physiquement, mais aussi mentalement. Mais c'est le mental qui détermine le reste. Celui qui gagnera, c'est celui qui aura la force mentale de renvoyer une fois de plus la balle par-dessus le filet. Celui qui aura la force de dominer mentalement son adversaire. Ça prend toutes sortes d'aspects, et c'est ce qui rend le tennis aussi passionnant. L'emprise psychologique qu'il entend prendre sur ses adversaires est matérialisée dans le jeu de John McEnroe par son occupation du terrain. Il ne joue pas à frapper plus fort que l'autre, ce dont il n'est pas vraiment capable, ni à renvoyer la balle une fois de plus, ce qui ne convient ni à son caractère ni à ses moyens physiques, mais il cherche à occuper la place du court qui lui ouvre le plus grand angle possible. Pour ce faire, il n'hésite pas à se placer aussi souvent qu'il lui est nécessaire,